Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui avec moi et mon mal de crâne pour ouvrir le vlog défi lecture, donc organisé par Pénélope et moi-même, en ce mois de février, voilà. Donc, si vous ne savez pas ce qu'est le défi lecture, on a fait toutes les deux une vidéo qui en parlait, donc je vous remettrai ça en barre d'infos. Mais en gros, chaque mois, on s'envoie une carte avec un défi lecture autour d'une thématique sur laquelle on s'est mis d'accord au préalable et un défi un petit peu surprise qu'on doit réaliser dans le mois. Donc, j'ai la carte qu'elle m'avait envoyée en fin de mois de janvier, je crois. La thématique de février, c'était amour, sans grande originalité, mais on s'était un peu mis d'accord pour avoir des thèmes un peu larges, pour que ce soit pas trop dur, vu que derrière, il y a quand même un défi en plus. Et je vous redis exactement les mots qu'elle avait employés, c'était lire une histoire d'amour qui change, à savoir amour filial, maternel, fraternel, amitié, relation LGBTQIA+, inclusive, amour de soi, etc. Donc j'ai choisi de lire La Révolte de Clara Dupont-Moreau, qui va parler d'Aliénor d'Aquitaine, et donc je l'ai un petit peu commencé. Je l'ai choisi parce que là on va clairement parler d'amour maternel et d'amour des enfants pour leur mère, donc Aliénor, peut-être entre eux, entre frères et sœurs, je ne sais pas trop, et surtout de l'amour de cette femme pour ses enfants. Je l'ai un petit peu commencé, comme vous pouvez voir, je n'ai pas filmé avant parce qu'il est plus facile chez moi de lire que de trouver un moment pour filmer, donc c'est pas grave, du coup je peux déjà un petit peu vous faire un petit point lecture puisque j'ai lu 78 pages sur 240, voilà. Donc déjà très clairement ça va se lire très vite parce que on est sur une très grosse police d'écriture. Ça se lit vraiment assez rapidement. L'histoire principale, ça va être la révolte des enfants et d'Aliénor d'Aquitaine vis-à-vis de leur père. Donc je vous refais le contexte historique parce que je suis pas sûre que tout le monde soit très au fait de tout ça. En gros, Aliénor d'Aquitaine était la duchesse d'Aquitaine et elle a épousé en premières noces Louis VII, je crois, qui était roi de France. Et au bout d'une dizaine d'années, elle s'est arrangée pour que le mariage soit annulé puisqu'il n'avait pas eu d'enfant. Et elle s'est remariée avec un homme qui n'était pas encore roi d'Angleterre, qui était Henri, je crois, Plantagenet, donc qui avait des prétentions au trône d'Angleterre, et elle l'épouse parce qu'elle se dit qu'il pourra sûrement devenir roi et donc qu'il fera d'elle une souveraine. Elle espère négocier un peu un contrat où elle gère ses terres, donc l'Aquitaine et tout ce qui va être en France, et lui gérera tout ce qui va être sur l'île britannique. Le récit, c'est son fils Richard, que tout le monde, je pense, connaît au moins de nom, donc Richard, appelé Cœur de Lion, qui le fait. Et on a un premier chapitre qui va un peu présenter en gros la famille, la fratrie, etc. Puis ensuite, on attaque sur des chapitres avant la révolte, et puis je pense qu'après, oui voilà, après on va attaquer le chapitre La Révolte, et sûrement après la révolte. Donc en fait, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que le roi d'Angleterre, finalement, a suffisamment bien magouillé pour prendre le pouvoir à Aliénor, lui prendre ses terres, et il espère créer une espèce d'unité avec l'Angleterre, l'Aquitaine, et je pense qu'il essaye de s'étendre un peu plus loin, donc il va jusqu'au sud de la France et tout ça, pour avoir un grand territoire unifié, ce qui n'était pas l'accord de départ, et certains événements font que, à un moment donné, Aliénor demande à ses fils de se révolter contre leur père. Chose qu'ils vont faire puisque leur père ne s'est jamais occupé d'eux, et que en fait il y a 4 garçons et 4 ou 3 filles, je crois, et le dernier garçon, donc Jean, que tout le monde connaît. Si vous avez vu Robin des Bois, vous voyez tout à fait de qui je parle, hein. C'est le roi Jean, qui est Jean sans terre, je crois. Eh bien, est favorisé par leur père, et il va déposséder ses fils aînés de certains territoires pour le donner aux plus jeunes, et ça va provoquer évidemment une révolte de leur part, et la mère qui était déjà un peu remontée aussi. Voilà, je pense que j'en parle très mal. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est purement historique, on sent bien que le fond est historique, mais moi je sens très bien quand je lis qu'il y a quand même un espèce de parti pris, puisque par exemple on va présenter le roi Louis VII, du coup, donc le roi de France, comme une personne très positive, alors que j'avais vu des reportages sur toute cette histoire où on montrait qu'il était pas méchant, mais voilà, que c'était un personnage qui était peut-être un petit peu moins gentil qu'il n'est présenté ici. Donc forcément il y a des partis pris romancés. C'est quand même plutôt intéressant parce que je pense que ça met en place toute l'histoire ensuite qui va arriver avec les territoires anglais en France, etc. Et après tout ce qui arrive avec Jeanne d'Arc et tout, les prétentions aussi des rois d'Angleterre au trône de France, enfin.
Je pense que là, c'est un peu les prémices de tout ça. Donc là où j'en suis, en gros, Richard est un ado. Et lui et ses deux autres frères, donc pas Jean qui est tout petit, mais lui et son frère aîné et son frère cadet sont quasiment élevés à la cour de France par le roi Louis VII, qui était très amoureux d'Aliénor, qui était très malheureux quand elle est partie, et qui du coup s'occupe de ses enfants, les élèves, etc. Et où ils ont en fait beaucoup plus de place et de respect au sein de la cour de France qu'au sein de la cour d'Angleterre. On sent bien que l'histoire familiale est pas, voilà, c'est pas joyeux. Bref, ce que je peux vous en dire en premier avis, j'ai beaucoup aimé la présentation autour d'Aliénor qui est très intéressante. Je trouvais que c'était très bien fait, très beau, qu'il y avait beaucoup d'images, beaucoup de métaphores qui étaient comment dire, alors évidemment qui vous donne une idée d'Aliénor et qui est le parti pris de l'autrice sur ce personnage historique, mais en même temps c'était vraiment, elle est présentée comme une femme très forte qui fait ses propres choix, qui ne se laisse pas faire, qui a des amants, voilà, qui a sa vie et qui assume sa manière de vivre, ses choix. C'est une femme que l'on sent très cultivée dans le luxe, autant en termes de matière, de richesse que d'intellect, et qui vit très mal dans un premier temps le roi Louis VII qui était pas censé devenir roi, qui a été éduqué pour devenir un ecclésiastique, donc qui a une vie très, comment on dit, une vie très monacale en fait. Et elle le vit très mal parce qu'elle aime le luxe, elle aime le faste, elle aime les richesses. Et ensuite avec Henri, où ça se passe pas très bien parce que l'Angleterre, c'était pas en tout cas au Moyen-Âge le pays le plus raffiné du monde, très loin de là. D'ailleurs, il faut savoir qu'à la cour d'Angleterre pendant très longtemps, et notamment à cette période, on parlait français parce que c'était là une langue considérée comme plus raffinée. Voilà, elle vit pas très très bien quand elle est en Angleterre, quand elle est à Londres, parce que c'est boueux, c'est sale, il n'y a pas de raffinement par exemple culinaire, etc. Et c'est des choses qu'elle aime, dans lesquelles elle a grandi et qui lui manquent. Et donc elle fait tout pour installer un peu une cour plus fastueuse, plus luxueuse. Et puis après il y a un peu une ellipse et on la retrouve plus tard quand elle est retournée à Poitiers, donc c'est sa ville, et où elle commence à organiser, on va dire, la révolte contre Henri. Je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Henri. Donc contre son époux, hein, le roi d'Angleterre. Voilà. Donc je vais avancer ça et je reviendrai vous en parler. Concernant les relations d'amour, c'est très bien décrit au début où Richard explique que sa mère ne dit pas je t'aime, ne leur a jamais dit je t'aime, ne leur a jamais dit des mots doux, mais qu'elle a une façon de montrer son amour qui est très... elle a beaucoup d'attention pour ses enfants, elle s'occupe beaucoup d'eux. Quand ils sont malades, elle les veille. Elle a perdu son fils aîné Guillaume, le tout premier, et elle a très mal vécu, c'était très dur pour elle. Du coup, elle est très mesurée dans sa manière de montrer son amour, mais on sent bien quand même que c'est très présent, et notamment pour Richard, qui apparemment est son préféré, peut-être parce qu'il ressemble à ce fils aîné qu'elle a perdu, c'est ce que lui pense en tout cas. Et c'est vraiment très intéressant ces relations que l'on voit entre les individus, et surtout de mère à enfant, parce qu'on sait quand même que le Moyen-Âge, c'était une époque qui était assez cruelle avec les enfants, c'est-à-dire qu'il y avait des étapes charnières, donc si on passait, je crois que c'est les 3 ans, et après il fallait passer l'adolescence pour être sûr que son enfant allait vivre au moins jusqu'à l'âge adulte. Et c'est vrai que tout ça, c'est des choses qu'on ressent parce que quand le petit Guillaume qui a 3 ans tombe malade, enfin il a toujours apparemment été un petit peu malade, mais quand il meurt, eh bien il y a une sorte de résignation. C'est pas quelque chose, vous voyez, ça serait pas vécu pareil aujourd'hui, ça veut dire elle est profondément triste, ça ne change pas, l'amour est le même, hein, la tristesse est la même, mais il y a une espèce de résignation parce que le taux de mortalité, même chez les enfants riches, était tellement important que on n'est jamais serein en fait. Tant que son enfant n'est pas adulte, on n'est pas serein, on a peur pour eux, on ne sait pas ce qu'ils peuvent attraper, on sait... Enfin voilà. Je vous en reparlerai parce que j'ai pas tant lu que ça finalement, hein, et je pense que j'ai lu peut-être un quart, donc je vous en reparlerai dans la journée, ce soir ou demain je pense, parce que ça se lit assez vite. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai mis en pause, le temps d'introduire, pour ne pas le finir avant d'avoir pu filmer. Voilà. Donc ça c'est la lecture que j'ai vraiment choisie pour le défi lecture, après pas mal de réflexions. Mais comme j'ai vu que ça se lisait assez vite, j'en ai entamé un autre que je compte inclure dans le cadre du défi lecture, bien que j'avais déjà prévu de le lire, mais ça fonctionne aussi et je me dis que ça peut être sympa peut-être de présenter 2 livres, si j'arrive à les terminer, mais de présenter 2 livres, d'autant qu'on est sur quelque chose de totalement différent. Donc, le deuxième livre que j'ai entamé, c'est Clara et le soleil de Kazuo Ichiguro. Je vous les ai dit que j'allais le lire ce mois-ci puisque c'était la lecture commune à l'origine.
du Patreon de Paper Palace. Pourquoi je me suis dit que ça pouvait être sympa? Parce que du coup j'ai un peu checké ma bibliothèque en me disant qu'est-ce que je pourrais lire d'autre pour accompagner la lecture de La Révolte, qui va être rapide je pense, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant parce que là ça va être je pense aussi des histoires d'amour, amitié un peu particulières, puisque dans Clara et le Soleil on va suivre le personnage de Clara qui est une AA, c'est-à-dire une amie artificielle. Donc ça serait l'équivalent d'une IA avec un corps physique, pas humain je pense, hein, concrètement elle se nourrit pas etc, mais un corps physique, et qui va être la meilleure amie d'une petite fille qui a 12 ans. Et on sent que il y a une vraie réflexion sur, en tout cas je le savais pas avant mais maintenant que je l'ai entamé aussi puisque j'ai lu une petite centaine de pages, une vraie réflexion sur les émotions, les sentiments de Clara, qui n'est pas vraiment humaine mais qui n'est pas non plus franchement un robot, vous voyez, qui est un petit peu entre les deux. Donc je pense que ça peut être sympa d'inclure ça ici et puis de voir si je me suis totalement trompée ou si ça fonctionne, si on va bien parler d'amour. Je vous dis, j'ai lu 100 pages sur 380, donc voilà, j'ai lu même pas un tiers, mais j'y reviendrai quand j'aurai un petit peu avancé. Voilà, donc c'est tout pour le moment parce que j'ai pas beaucoup plus lu, j'ai un peu mal à la tête, donc je sais pas si ça va être très clair. J'espère qu'au montage je vais pas trop galérer. Mais je vais avancer ces deux livres-là aujourd'hui. Dans un premier temps, La Révolte, parce que c'est le premier choix que j'avais fait. Et puis ensuite, Clara et le Soleil. Et je vous ferai un point, je pense, ce soir ou demain. En fonction de quand je peux filmer, c'est pas toujours évident. Et puis voilà. Donc on se retrouve plus tard. Voilà. It helps the speaker lead his audience into the scene he described by creating an imaginary picture. Usually, it's something that moves. Alors, on fait un petit point lecture, c'est le soir, j'ai pas pu filmer aujourd'hui, donc voilà. C'est pas grave, on fait ça maintenant. Où j'en suis dans La Révolte? J'en suis à la page 142 sur 240. Donc j'ai passé la moitié, voilà. Alors, ce que je peux vous en dire, on va un petit peu alterner entre le point de vue de Richard et d'Aliénor par moment. Là, j'en suis à après la révolte. Je sais plus ce que je vous en avais dit la dernière fois, mais en gros, ils se sont révoltés contre le roi d'Angleterre, du coup, qui est le père de Richard et le mari d'Aliénor. Et ça s'est pas très bien passé. Je vous spoile rien, puisque là, on est sur l'histoire avec un grand H, donc voilà. C'est intéressant d'un point de vue historique, parce qu'il y a des petites anecdotes historiques assez intéressantes sur la poésie, sur des choses inventées à l'époque, etc. Donc tous ces aspects-là, d'un point de vue historique, sont hyper intéressants. D'un point de vue roman à proprement parler, donc réécriture de l'histoire, il y a clairement un parti pris sur certains aspects par rapport à Louis VII, je suis jamais sûre, Louis VII je crois, et sur son côté gentil, etc. Il y a un point de vue évidemment qui est choisi pour Aliénor, qui est que c'est une femme très forte. J'ai relevé deux aspects particulièrement qui étaient intéressants. D'une part, tout ce qui a rapport à la littérature. Il y a un peu un côté méta, puisque Aliénor
d'Aquitaine, qui est emprisonnée suite à la révolte qui a raté, eh bien, dit que en fait, ce qui va rester d'elle, c'est ce qu'elle a demandé au poète d'écrire pour elle, et que toute cette campagne qu'elle a fait, où elle soutenait des poètes, elle a fait écrire son histoire, sa personne, sa famille, etc., et son épopée, fait que quand bien même il y a eu cet échec, et quand bien même il y a eu des échecs, et voilà, et qu'elle peut ne pas être présentée comme une personne très positive à son époque, parce qu'elle a trahi son mari, etc., eh bien, en fait, elle s'en fout parce qu'elle sait que ce qui restera d'elle, c'est ce qu'elle a fait écrire sur elle, et c'est la légende qu'elle a choisi elle-même de partager pour la postérité. Et c'est hyper intéressant cet aspect-là, d'autant qu'il est bien précisé dans le livre que c'est elle qui exhume tout ce qui va être légende arthurienne, c'est elle qui va exhumer pas mal de légendes du passé, comme Tristan et Iseut, etc. Et c'est hyper intéressant parce que bah, déjà d'un point de vue purement historique, c'est intéressant de savoir d'où ça vient et comment c'est revenu en avant, puisque la légende arthurienne aujourd'hui elle est quand même hyper connue, développée, travaillée sur plein de supports, que ce soit cinématographique, que ce soit en littérature. Il suffit de voir que très récemment bah, il y a eu la réécriture de la légende arthurienne par Jean-Laurent Del Socorro, enfin voilà. Et c'est elle qui fait en sorte que la noblesse, enfin la royauté d'Angleterre actuelle, du moins de son époque, donc les Plantagenets, soit la descendance d'Arthur pour apporter cette lignée royale, etc. Bref, tout ça c'est hyper intéressant. Tout le côté postérité par la littérature, tout le côté poésie, écriture de la poésie, ses rapports avec la littérature sont très intéressants puisque le grand-père, je crois, d'Aliénor d'Aquitaine est le premier poète connu. Donc, et effectivement, on voit bien que dans l'imaginaire collectif, quand on connaît un petit peu le personnage d'Aliénor d'Aquitaine, eh bien, l'image qu'elle a voulu faire passer, c'est ce qui est resté d'elle. Et il est vrai, et ça c'est avéré historiquement, que tous les rapports qu'elle entretenait avec les poètes, tous les rapports qu'elle a entretenus avec l'écriture et la littérature ont fait que, bah, en fait, on garde d'elle ce qu'elle a voulu qu'on garde d'elle. Et c'est vraiment très intéressant à tel point que son mari, eh bien, lui aussi essaye de faire écrire sa légende, essaye de manipuler la littérature et la poésie pour l'effacer un peu de cette rébellion et faire en sorte qu'elle en disparaisse parce que c'est pas très glorieux de se faire trahir par sa femme. Bref, tous ces aspects-là sont vraiment passionnants et fascinants. Autre point que j'ai trouvé très intéressant à ce stade, c'est tout le rapport qu'elle entretient avec la religion, parce que vous imaginez bien qu'une femme qui se rebelle, une femme qui monte à cheval comme un homme, une femme qui se déguise en homme pour s'échapper, une femme qui a du pouvoir, qui est capable d'être à la tête d'une armée d'hommes, qui dirige ses fils, enfin voilà. C'est pas une femme qui va être appréciée par le pape et par la religion, et c'est clairement dit, puisqu'elle est menacée, etc., puisqu'elle trahit son mari, et qu'on lui rappelle que dans la Bible, il est dit qu'elle doit obéissance à son mari. Et il y a tout ce rapport avec la religion qui est très ambivalent et qui est très intéressant, parce qu'elle a finalement assez peu de respect pour la religion, pour le dogme religieux, et qu'elle a un côté qui est un peu développé ici, qui est plus proche des sorcières et des femmes de pouvoir comme nous on peut le voir à l'heure actuelle, puisque par exemple elle est plus intéressée par Merlin, la légende de Merlin, que par la religion et les figures religieuses, parce que elle va s'intéresser aux plantes et aux remèdes médicinaux qui peuvent aider ses enfants quand ils sont malades, ou elle-même. Enfin voilà, tout cet aspect un peu sorcière, sorcellerie est vraiment très chouette. C'est quelque chose qui n'est pas sans rappeler tout ce qu'on peut voir à l'heure actuelle sur les sorcières. Alors elle n'est pas du tout présentée comme ça, mais dans l'imaginaire collectif qu'on a aujourd'hui des sorcières et par les religieux de son époque, c'est ce qu'elle est. Elle est considérée comme une sorcière, je pense qu'on peut dire. Je sais plus quel terme est utilisé, il y a un terme, mais c'est pas sorcière, mais c'est quelque chose d'équivalent. Et c'est très chouette. C'est une femme qui est très particulière, qui a un caractère très particulier, qui entretient des relations très particulières. On voit qu'elle marie ses filles quand elles ont 11 ans, ce qui est quand même assez choquant pour nous à notre époque. Mais on voit aussi qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour eh bien, armer ses filles contre le monde, pour les rendre le plus fortes possible, le plus résistantes possible, et c'est pareil pour ses fils. Il y a aussi un rapport au pardon qui est très intéressant, puisque son fils Richard, qu'on connaît comme Richard Cœur de Lion, qu'on a dans l'imaginaire collectif comme un très grand roi avec un grand cœur, enfin tout ce qu'on a pu voir dans typiquement
c'est dans quoi? C'est dans Robin des Bois de Disney, etc. Eh bien ici c'est un peu démonté parce que il est pas très bien vu à son époque. Il a un surnom en occitan qui est, je crois, Hoc et no, ça veut dire oui et non, c'est-à-dire celui qui retourne sa veste tout le temps parce que bah, il est du côté de sa mère qui se retourne contre son père, mais que quand son père lui l'oblige à lui prêter allégeance, et bien il se retrouve à se battre contre les seigneurs aquitains qui sont bah, comment on dit, bref, qui sont les seigneurs qui règnent sur les territoires de sa mère et qui bien doivent obéissance à sa mère. Et il y a ce côté un peu trahison envers sa mère qui est évidemment orchestré par son père. Et elle pardonne parce qu'elle sait et qu'elle sait qu'il n'a pas le choix déjà et qu'elle met par-dessus tout et au-dessus de tout l'importance de donner sa parole et l'importance des mots. Pour elle, les mots ont plus d'importance que tout le reste et qu'à partir du moment où on donne sa parole, on se doit de la respecter. Et donc elle comprend que son fils est obligé de faire ce qu'il fait. Et vraiment, il y a ce rapport aux mots qui est vraiment très intéressant. Bref, j'ai pas terminé, mais ça sera terminé à mon avis demain, ça se lit très vite. Je l'ai très peu lu aujourd'hui parce que j'ai avancé l'autre et que je voulais faire un point avant de continuer pour avoir à peu près en tête ce que je voulais dire. Mais voilà, il me reste une centaine de pages, demain ça sera clairement terminé, ça se lit très très vite. Donc voilà, je reviendrai vous en parler quand je l'aurai fini. Sinon, j'ai aussi avancé Clara et le soleil, j'en suis à la page 150 sur 380 plus ou moins. Pareil, ça se lit franchement assez vite. Je sais plus hier si je vous ai dit de quoi ça parlait. Je me rappelle plus si j'ai fait un résumé. Je crois que oui, mais je vous ai pas dit ce qui se passait dans le livre en fait et où j'en étais. En gros, on va suivre Clara qui au début est dans un magasin d'amis artificiels, donc elle attend d'être vendue en fait tout simplement. Et donc on a une espèce de première partie où elle va observer le monde extérieur, où on va développer sa personnalité parce qu'elle a une personnalité, et surtout en contraste un peu avec les personnalités des autres AA. Et c'est très intéressant parce qu'on voit bien qu'elle est très différente. On va parler aussi des différentes générations, puisque bah, évidemment il y a toujours des nouvelles technologies qui arrivent, donc des AA plus développés, etc. Et on va avoir des gens qui viennent acheter des amis artificiels, qui les choisissent, quels sont les critères. Enfin, il y a toute cette première partie qui est très intéressante et où on voit que Clara va développer une espèce de lien avec une petite fille qui a une douzaine d'années, qui vient la voir à travers la vitrine et qui voudrait que sa mère l'achète, où elle va se convaincre et être convaincue que c'est chez elle qu'elle doit aller. Et ensuite, une fois qu'elle part de la boutique, ce qui arrive au bout d'une petite centaine de pages, je pense, peut-être un petit peu avant, et bien sa nouvelle vie, une fois qu'elle est dans la famille. Ce sont évidemment des questions sur le traitement de ces amis artificiels qui ne sont pas à proprement parler des êtres humains, mais qui ont quand même des émotions, des sentiments, qui développent ces émotions et ces sentiments, qui sont physiquement des adultes, mais qui en fait, sont tout neufs et n'ont pas d'expérience, qui doivent enregistrer tout un tas d'informations pour comprendre le monde qui les entoure, pour enregistrer les habitudes de vie dans la maison, pour réagir comme il faut de manière appropriée, et c'est pas forcément évident. Et puis on est surtout dans un monde qui est un petit peu particulier, alors c'est pas encore très développé, je sais pas dans quelle mesure c'est différent d'une autre, mais on comprend bien que apparemment il n'y a plus vraiment d'école physique, que l'école a l'air plutôt de se passer via internet et qu'en fait les enfants pour se retrouver, eh bien ils doivent faire des espèces de réunions où ils vont chez l'un d'entre eux et où ils discutent, etc. Et il y a des règles assez précises apparemment avec les parents qui ne doivent pas du tout intervenir dans ces réunions et laisser les enfants se débrouiller. Donc voilà, c'est proche de notre monde et en même temps assez différent. D'autant que la petite fille qui est l'amie de Clara, donc qui adopte Clara, est une petite fille qui a des problèmes de santé assez importants, qui a une mère qui est assez peu présente physiquement parce qu'elle travaille beaucoup et qu'elle est toute seule. La petite fille est plus souvent avec Clara qu'avec sa mère. Il y a ces liens qui se tissent, il y a la relation aussi qu'entretient la mère avec Clara parce que c'est un peu particulier. Il y a la relation que Clara a avec l'autre femme qui vit dans la maison et qui s'occupe de la cuisine, qui est un peu la gouvernante. Et puis enfin, évidemment, le lien entre Clara et la petite fille et toute sa vie en fait, parce que cette petite fille a plus d'existence que Clara, plus d'expérience que Clara, et elle a des choses à apprendre à Clara, et Clara lui apporte aussi des choses, enfin voilà. Je sais pas encore très bien quelle problématique va vraiment se dessiner, j'imagine qu'on va arriver peut-être à la problématique où soit la petite fille grandit et se désintéresse un petit peu de cette amie artificielle pour entrer dans la vraie vie en fait,
soit elle va peut-être mourir, je sais pas, puisqu'elle est quand même assez malade. Donc je sais pas trop où ça va mener, je vais voir. Je ne savais pas trop le résumé, donc je peux pas vous dire si dans le résumé c'est dit ou pas. C'est à la fois une ambiance qui est assez un peu pesante quand même, un peu particulière, parce que on est du point de vue de Clara qui comprend pas forcément tous les enjeux, qui comprend pas forcément tout, et qui se retrouve des fois dans des situations un peu gênantes où on attend des choses d'elle parce que c'est limite comme une servante un peu, et qu'elle n'arrive pas à faire ce qu'il faut parce que elle n'a pas l'expérience pour analyser les situations et comprendre les sous-entendus que les humains, vous voyez, c'est tout ce langage non verbal des humains, et qu'elle ne comprend pas très bien et qu'elle doit apprendre et expérimenter. Et en même temps, il y a des vrais jolis liens qui se tissent entre elle et cette petite fille qui va pas très bien, a eu déjà une expérience de vie qui est quand même pas forcément facile, et, et avec sa mère aussi qui est un peu particulière et qui n'est pas très présente, et quand elle est là, elle a des exigences un peu envers sa fille qui sont particulières. Enfin bon, voilà, je vais pas trop plus vous en parler parce que j'aimerais avancer pour pas dire d'ânerie, parce que là je vous dis je suis encore un peu dans le flou sur l'objectif et où on va aller avec cette histoire et avec le personnage de Clara. Donc je suis assez curieuse de savoir. Pareil, ça se lit franchement assez vite, donc je pense que je peux le terminer demain. De toute façon j'ai plutôt intérêt puisque je dois conclure demain pour poster ce vlog mercredi. Donc pour la révolte, à mon avis, ce sera fait, et c'est le plus important puisque c'est le livre que j'avais à l'origine choisi. Et pour Clara, on verra. Je vais faire en sorte de terminer les deux et de vous conclure ça. Voilà, donc je vais vous laisser pour le point lecture d'aujourd'hui. Demain nous sommes mardi, j'espère tout terminer et pouvoir venir conclure un peu tout ça. C'est un peu décousu parce que c'est les vacances, et quand c'est les vacances c'est plus difficile de filmer, de trouver le moment, de faire des plans, etc. Je lis un peu quand je peux, donc voilà, je suis désolée si c'est peut-être pas aussi fourni que d'habitude en plan hors face cam. Bref, je vous laisse, je vous dis à on se retrouve, on est mardi, donc la veille du jour où je dois poster cette vidéo. C'est un peu le vlog de la défaite en termes de faciès déjà, parce que je vous ai dit, je peux pas trop filmer la journée parce qu'il y a du monde chez moi. C'est compliqué, je peux pas virer tout le monde pour filmer, donc je filme le soir et j'ai très clairement la flemme de ne pas me démaquiller, tout ça, ou de faire plus d'efforts que ça. Donc vous ne m'en voudrez pas, on sera sur ce type de vlog pour cette fois, et puis on va faire avec. Donc je vous avais dit précédemment que j'espérais lire 2 livres pour ce vlog,
Concrètement, j'en ai lu un, j'ai pas terminé l'autre et je vais pas essayer de pousser et clôturer demain parce que si j'y arrive pas, je vais galérer, je vais stresser, il va falloir monter à l'arrache et tout. Donc tant pis, la fin de la deuxième lecture se fera dans le vlog classique. Et puis c'est pas très très grave puisque normalement c'est un livre, que j'ai lu le livre que j'avais choisi à l'origine, donc c'est le plus important. Donc, comme vous l'aurez compris, j'ai terminé La Révolte de Clara Dupont-Mono. Concernant la deuxième, la fin de la lecture, il me restait 100 pages à lire. J'ai noté quelques trucs que je voulais vous dire, donc je vais vous parler de ça, vous donner mon avis général, et puis je conclurai avec l'autre livre. Soit, donc, dans cette deuxième partie, alors, dans le livre en général, on a la trame historique qui est romancée bien évidemment, et c'était hyper intéressant parce qu'à la fin, l'autrice fait une petite note où elle dit qu'elle s'est basée fortement sur l'histoire et la trame historique, que beaucoup des choses qu'elle utilise et qu'elle dit sont vraies, et évidemment elle a tissé autour, elle a romancé un peu tout ça autour, et forcément il y a aussi un petit peu des partis pris par rapport aux façons de réagir des personnages qui, sont propres au choix de l'autrice. Ceci étant dit, si cette période historique vous intéresse, on est quand même sur des faits historiques avérés pour pas mal des grands faits évoqués et de la grosse trame historique et de l'idée générale du roman. Par exemple, un fait historique qui était hyper intéressant, que je connaissais mais que j'avais complètement oublié, c'est que Aliénor d'Aquitaine est la première femme, même si elle en a entraîné d'autres avec elle, mais est la seule au final, à part les femmes qu'elle a entraînées avec elle, à avoir voulu et à avoir participé à une croisade. Donc elle a accompagné Louis VII quand elle était reine de France en croisade. Donc ils ont fait le voyage jusqu'à Antioche, je crois, qui a duré 2 ans. Et c'est bien dit qu'elle a évidemment choqué tout le monde d'avoir fait ça, qu'elle a choqué le Vatican. Est-ce que c'était le Vatican déjà à l'époque? Pas sûr que ça, pas sûr. Je sais pas si c'est déjà à Rome, mais bon, peu importe, qu'elle a choqué le pape et tous les ecclésiastiques, parce que, c'était pas la place d'une femme d'aller à la guerre, c'était pas la place d'une femme d'aller dans ces pays barbares, parce que, encore une fois, elle fait preuve d'audace et elle dépasse ce qu'on attend d'elle, et son statut, et son grade, et sa place, en fait. Et c'est hyper intéressant parce que ça dit évidemment des choses sur la véritable Aliénor d'Aquitaine, sur son caractère, sur sa manière de voir les choses et de s'imposer et d'imposer ce qu'elle a envie de faire et de le faire. Si on rentre dans les faits plus précis du livre et de tout ce qu'il y a autour de la révolte, puisque on parle pas de toute la vie, enfin on évoque un petit peu toute la vie d'Aliénor d'Aquitaine, mais on se concentre pas mal sur l'avant-après révolte. C'était hyper intéressant parce que là, moi, j'en étais arrivée à peu près, je pense, la dernière fois où je vous en ai parlé, à l'après-révolte. Et donc, elle est emprisonnée, ses fils sont remis au pas par le roi d'Angleterre, et bref, les choses font que le roi de France meurt, son fils prend sa place, donc c'est le roi Philippe, je sais pas combien d'ailleurs, Philippe III peut-être, Philippe II ou III, je suis plus sûre, j'ai peur de dire une bêtise. Bref, peu importe. Il va proposer une alliance à Richard pour se rebeller contre le roi d'Angleterre. Elle va l'encourager à le faire alors même que, en fait, en gros, il a le choix entre soit renier un peu sa parole, chose qu'il sait que sa mère désapprouve, ou alors perdre l'Aquitaine et perdre tout. Et donc elle lui dit, tant pis quoi, ne perds pas tout et vas-y. Donc ils vont défaire le roi d'Angleterre, et après, suite à ça, il y a un passage hyper intéressant où on voit toute la propagande qu'Aliénor, une fois qu'elle est libérée, met en place pour faire valoir le trône d'Angleterre à son fils aîné, du coup, puisque les deux précédents sont morts, donc à Richard, aux dépens de Jean, qui était le préféré du père, mais qui a trahi le père, enfin bon, c'est un peu compliqué, mais bref. Et elle va avoir une espèce de cour de poète itinérante qui va de château en château à travers l'Angleterre pour vanter son fils. Et encore une fois, c'est hyper intéressant parce que c'est le pouvoir des mots, c'est le pouvoir de la littérature, c'est le pouvoir de la poésie, du chant, de tous les arts oraux de l'époque et de la manière de communiquer de l'époque, puisque c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui pour communiquer, et c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment très bien fait. On voit aussi le personnage de Richard qui se plie clairement à la volonté de sa mère, qui est très soumis à sa mère, parce qu'à la fois il s'en sent proche et qu'en même temps il sent qu'il y a un poids sur lui exercé par sa mère parce qu'elle attend beaucoup de lui, de par une prophétie, pour plein de raisons en fait, alors que lui en fait n'aime pas la politique, n'aime pas les stratégies, et lui ce qu'il aime faire c'est la guerre, il aime la guerre, et donc il y a toute une
toute une dynamique qui va se mettre en place où en fait il va faire d'elle la régente de la couronne anglaise, donc de sa couronne, puisque lui est couronné roi, et il va la laisser régner parce que ça ne l'intéresse pas, et il va prendre ses clics et ses claques suite au décès de sa sœur aînée Mathilde, qu'il aimait beaucoup, et il va partir en croisade, donc il va aller affronter Saladin, ou Saladine, peut-être on dit, je ne sais pas, qui est assez connu, hein, je pense quand même de nom, qui est quand même le... Est-ce que c'est un roi? Je sais pas si c'est un roi ou s'il avait un autre titre, mais enfin bref, un souverain qui a mis en échec toutes les croisades, parce que c'est un homme qui est très intelligent, parce que c'est... Il y a vraiment une valorisation de l'intelligence des musulmans qui sont à Jérusalem, à Antioche, etc. et de leur capacité à étudier la stratégie des Occidentaux et à la retourner contre eux. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant en fait de voir ce point de vue-là parce que aujourd'hui je trouve qu'il y a une grosse, de par les faits d'actualité, de par le racisme ambiant, on dévalorise énormément tout ce qui a rapport aux pays arabes, tout ce qui a rapport aux musulmans, tout ce qui a rapport à voilà, toute la culture du Moyen-Orient. Et on se rend bien compte en fait qu'il y a bientôt 1000 ans, il y a 800 ans, ils étaient bien plus évolués en stratégie de guerre et pas que, en médecine, en physique, en plein de sciences et plein d'arts et qu'ils savaient le mettre à profit intelligemment et c'est vraiment très intéressant. On va pas mal parler de ces personnages un petit peu oubliés par l'histoire, donc par exemple Mathilde qui est quand même une des filles d'Aliénor d'Aquitaine et c'est vrai que dans l'histoire on en parle très très peu, d'ailleurs on parle pas non plus des autres filles d'Aliénor d'Aquitaine ou très très peu, même d'ailleurs finalement de Geoffroy qui est juste en dessous de Richard, on en parle assez peu, on connaît pas mal Richard, on connaît pas mal Jean sans Terre, mais les autres enfants pas tellement, et il y a tout ça aussi qui est évoqué avec, on sent bien le, comment dire, quand Richard va parler de sa sœur qui est oubliée, c'est pas dit, mais c'est fortement sous-entendu, oubliée par l'histoire, oubliée alors que je l'aimais, oubliée alors que c'était une grande femme, et c'est très intéressant ce regard un petit peu en retrait a posteriori sur ces personnages oubliés de l'histoire qui, au moment présent, ont de l'importance pour des personnages importants et qui sont par la suite eh bien, complètement zappés de nos mémoires. Et ça, c'est vraiment un aspect que j'ai trouvé assez intéressant, cette mise en abîme comme ça, qui était très bien faite. On a aussi quelques témoignages assez intéressants qui sont clairement romancés. Là, pour le coup, il y a à mon avis aucune source historique à tout ça, mais on va avoir quelques personnages qui sont plus ou moins secondaires qui vont parler et s'adresser notamment à Richard pour leur expliquer leur point de vue, leur façon de voir les choses et ça permet de nuancer en fait la vision qu'on avait de ces personnages, donc par exemple le roi d'Angleterre, donc le père de Richard, l'époux d'Aliénor, qui explique pourquoi il a agi comme il a agi, pourquoi tout en fait, et son point de vue. Alors je pense que c'est totalement romancé, je ne pense pas qu'il y ait une once de réalité historique derrière tout ça, mais ça nous permet aussi de ne pas oublier que l'histoire c'est un point de vue, et là en l'occurrence l'histoire, ce que nous on en a, c'est beaucoup le point de vue d'Aliénor qui a, comme je vous l'ai dit la dernière fois, a tout fait pour que son histoire soit racontée par les poètes, par la littérature, mais ça reste un point de vue, et en fait finalement on n'a pas l'autre point de vue par exemple du roi d'Angleterre qui eh bien, a peut-être été moins habile dans le fait de laisser sa trace et n'a pas pu eh bien, s'exprimer sur tout ça. Et là, l'autrice fait le choix un petit peu de lui donner la parole, de le laisser parler et d'expliquer. Et c'est très intéressant parce que ça nuance beaucoup. Vous voyez, Richard Cœur de Lion, on a quand même dans, je pense, l'imaginaire collectif, une vision très positive de lui et ça nuance un petit peu ça, même s'il n'est pas présenté comme un méchant, mais ça nuance un petit peu ça. Ça nuance aussi un petit peu les choix d'Aliénor, même si c'est assez étonnant et assez intéressant de voir que dans cet écrit du roi d'Angleterre, il n'y a pas franchement non plus de dénonciation de ce qu'Aliénor a fait, mais bref, la nuance était hyper intéressante. Il y a un autre personnage qui est très secondaire et qu'on voit très peu, qui va s'exprimer et encore une fois pareil, qui va permettre d'apporter un regard très différent. Et ça permet d'avoir en fait cette distanciation, vous voyez, ce recul sur tout ça et c'était vraiment très intéressant. Un point assez intéressant et là qu'on retrouve beaucoup quand même, je pense, dans tous les documentaires sur Aliénor d'Aquitaine, c'est qu'on a l'impression que cette femme ne vieillit jamais, qu'elle est immortelle, qu'elle est un peu, c'est presque une elfe, qu'elle est d'une beauté incroyable, qu'elle a une prestance incroyable, qu'elle a une intelligence incroyable et que même à 70 ans, je crois, quand son fils est fait prisonnier par peut-être le souverain allemand, j'allais dire, les Allemands n'existaient pas encore, mais
un souverain germanique, eh bien elle va parcourir tout l'Occident pour réussir à réunir la rançon, faire libérer Richard alors qu'elle est très âgée. Ce personnage en fait est vraiment fascinant et ça c'est vraiment historique, c'est un fait historique, elle l'a fait, c'est-à-dire à 70 balais au Moyen-Âge, aller sur un cheval, parcourir tout l'Occident et réunir la rançon pour sauver son fils quoi. Et c'est vraiment des voilà, je sais pas, moi j'ai trouvé que c'était ce traitement du personnage est intéressant et en même temps c'est pas un traitement qui est propre à l'autrice parce que c'est un traitement qu'on voit un petit peu partout quand même, mais j'ai bien aimé et j'ai surtout bien aimé que ça permette de remettre à l'avant une femme tout simplement et une femme qui même si elle est très connue de nom semble être une espèce de cas exceptionnel alors que je pense que concrètement des femmes qui se laissaient pas faire il devait y en avoir plein, hein. Après on les faisait taire ou voilà mais peu importe il y en avait et c'est bien aussi de remettre un petit peu ça en avant, de parler de ça et de parler de ce qu'elle a fait, de parler de sa personnalité, même si elle n'est pas toute rose, même si elle n'est pas parfaite et qu'elle est le fruit quand même de son époque. Mais ouais, j'ai apprécié cet aspect. Il y a juste un petit passage qui m'a un peu, alors peut-être que je l'ai mal interprété, dites-moi si vous l'avez lu, qui m'a un peu saoulée. Il y a une espèce à un moment d'ode sur, de la part d'Aliénor sur les temps anciens et sur l'honneur de l'époque avec ce truc de vous savez c'était mieux avant et il y a vraiment des choses très précises qui sont évoquées qui ne sont pas sans rappeler notre époque actuelle notamment concernant les moyens de communication etc et le fait de parler pour rien dire et tout et il y avait un petit côté un peu comme ça un peu réac alors je sais pas si c'était volontaire je pense que ça l'était concrètement mais bon j'ai trouvé ça un peu ouais je sais pas je trouvais enfin j'ai tendance à trouver qu'Aliénor est quand même un personnage assez moderne et même si elle a forcément des côtés un peu vieillots pour certains aspects peut-être, et surtout pour nous, mais je voyais pas ce discours dans sa bouche en fait, en tout cas pas comme ça. Je sais pas, dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous avez pensé de ce passage, un peu comme ça, un peu genre avant c'était mieux, je sais pas, bref. Donc, en conclusion générale, j'ai trouvé que c'était une lecture qui était vraiment intéressante. Si vous aimez l'histoire, si vous aimez tout ce qui est médiéval et Moyen-Âge, c'est hyper intéressant. Ça se lit tout seul, ça se lit très bien. C'est une lecture qui est passionnante, mais passionnante d'un point de vue historique. Mais ne vous attendez pas à être dans un truc haletant, dans une aventure haletante, parce que même s'il se passe plein de choses, que c'est la guerre et tout ça, ça a vraiment un côté très historique et assez. Enfin, ouais, quand même assez factuel, même si en termes d'écriture, il y a des moments où il y a des métaphores, il y a des très jolies choses que j'ai évoquées concernant les descriptions d'Aliénor, les relations qu'elle a avec les personnages, etc. Mais c'est pas, on n'est pas sur de l'histoire très 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 romancée avec beaucoup de choses en plus quoi. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Ça m'a pas franchement appris des choses parce que j'avais déjà une petite connaissance sur le sujet, mais je pense que quand même, si on connaît pas trop, ça peut être sympa et ça peut permettre d'apprendre des choses et ça se lit, je vous dis vraiment, tout seul, très vite, très bien. On sent que l'autrice connaît le sujet, il faut savoir que Clara Dupont-Moreau, avant d'être une journaliste, a fait quand même une licence d'ancien français et il faut savoir que quand, moi pour en avoir fait, je peux vous dire que quand on travaille l'ancien français et la langue, vraiment la langue ancien français, on ne travaille que sur des textes de littérature et surtout des textes historiques. C'est-à-dire que il faut savoir qu'au Moyen Âge, beaucoup de textes n'étaient pas que de la pure littérature, mais avaient aussi une portée historique, plus ou moins fiable, etc. Voilà, selon les sources, mais en tout cas, c'est rarement. Enfin voilà, il n'y avait pas de roman à l'époque, ou en tout cas pas comme on l'entend nous, et il y a quand même toujours. On apprend toujours des choses d'un point de vue historique. Donc je pense que clairement l'autrice a des connaissances, je pense qu'à mon avis ce sujet elle a dû bien le penser. Donc je pense que si vous voulez lire La Révolte, il faut le voir comme quand même si c'est très romancé, qu'on a une narration qui est travaillée, on a des effets de style etc. Mais quand même il faut d'abord bien se mettre en tête que c'est de l'histoire et il faut pas s'attendre à une grosse réécriture quoi, ça reste de l'histoire. Je mets en avant la beauté de cette couverture que j'ai dû vous faire des plans, des gros plans, donc qui a été dessinée par Lucille Claire, que je trouve magnifique. Moi j'ai adoré le côté là, un peu vieille fresque comme ça, enfin très très beau, voilà, avec un petit peu de dorure et tout ça, très chouette, très joli. Sinon, dans Clara et le soleil, j'en suis à la page 200 sur 380, donc j'ai dépassé la moitié. J'aurais clairement pu le lire sur les 2 jours passés, mais la vie, les aléas de la vie ont fait que ça ne s'est pas fait parce que voilà, c'est comme ça.
ça aurait pu le faire parce que ça se lit très vite. Très franchement, ça se lit très bien, très vite. Ça ne demande pas une énorme concentration. Je vais vous faire un point très rapide sur là où j'en suis, mais je finirai d'en parler en vlog normal. Donc là, ça sort mercredi, donc samedi, je conclurai sur Clara et le soleil. Ce que je peux vous en dire, c'est que je ne vois toujours pas très bien où on va concrètement. Donc c'est intéressant, enfin c'est intéressant. Moi je suis bien dedans, ça m'intéresse, j'ai envie de savoir où ça va, mais je vois pas se dessiner franchement quelque chose. C'est assez déstabilisant. Donc je vais pas trop en parler parce que je vous dis je sais pas en fait, donc je peux pas parler plus voilà que ça, mais je vous en reparle samedi, donc si ça vous intéresse, on se retrouve samedi dans le vlog. Je vais pas beaucoup plus traîner parce que je n'ai plus de batterie, je vais juste ouvrir la carte de Pénélope qui est encore fermée comme vous pouvez le constater, et je vais vous dire quel est mon défi pour le mois de mars. Oh, elle est trop belle. C'est marrant parce qu'on a une thématique commune. Vous verrez la carte que je lui ai envoyée. Il y a une idée commune sur la thématique eau, mer et tout ça. Elle est trop trop jolie. Elle est vraiment très belle. Elle a de très bons goûts en termes de... Mais enfin bon, oui, ça devrait pas vous... Ça m'étonne pas en fait, hein, je sais pas... Mais bref. Alors, c'est parti. Chère Lucie, le point d'exclamation est parti tout seul. Voilà donc déjà venu le temps de t'écrire pour la consigne du mois de mars, sachant que je n'ai pas encore vraiment fini mes lectures du défi de février, mais chut, oui bah moi non plus, hein. Concrètement on était dans le même timing là. J'espère que tu as bien profité en février, en tout cas, j'ai très hâte de voir ton vlog. Je me suis un peu cassé la tête pour cette consigne j'avoue, et si elle n'est pas d'une originalité folle, j'espère qu'elle te permettra de faire une belle découverte. Je te propose donc de lire une autrice non occidentale, en découvrir une encore mieux. Oui, ça peut être pas mal. Rapport à la journée internationale du droit des femmes, tout ça qui a inspiré notre thème féministe. J'espère que ça t'inspire et que tu feras de belles lectures. Gros bisous. Oui, très bien. Alors ça, là comme ça, je saurais pas parce que des autrices non occidentales, j'en ai plein ma palle, hein, mais je pense que je les ai déjà toutes lues, ou j'ai lu au moins une œuvre de chacune, et j'ai vraiment très envie de me lancer dans quelque chose vraiment que j'ai jamais lu. Donc c'est très intéressant et ça me convient très bien. Je vais essayer vraiment très fort ce mois-ci de ne pas le faire à la fin du mois à l'arrache et de prendre le temps de bien le faire, de me poser, etc. Je vais vraiment essayer parce que faut que j'arrête d'être à l'arrache, c'est pénible hein, pour tout le monde, pour vous aussi. Bref, donc très bonne thématique, je suis très contente comme toujours et je vais mettre ma petite carte avec ses copines, petite carte dans la boîte à petites cartes de Pénélope parce que je commence à avoir une petite collection de petites cartes, ça fait beaucoup de petits, oui. Voilà, donc on en reparlera dans le prochain vlog, je vais réfléchir à tout ça, je vais trouver quelque chose un petit peu de nouveau et ça va être sympa. Pour le mois de février, donc là Pénélope c'est le moment où tu ne regardes pas parce que tu n'as pas encore ouvert ta carte et que tu ne dois pas tricher. Pour le mois de mars, du coup, j'ai proposé à Pénélope de lire un livre écrit par une autrice, bien évidemment, puisque la thématique c'est le féminisme, qui a été publié pour la première, enfin, dont l'ouvrage a été publié pour la première fois avant la légalisation de l'avortement en France, à savoir 1975. Donc il va falloir qu'elle trouve un ou plusieurs, si elle le souhaite, ouvrages qui ont été publiés pour la première fois avant 1975. Je trouvais ça sympa de rappeler cette date déjà, c'était l'occasion de la redire à l'oral et qu'on se rappelle tous que c'est pas si vieux. Et puis je me suis dit que c'était l'occasion aussi de peut-être aller chercher un peu plus loin et peut-être dans des trucs peut-être un petit peu plus classiques, bien que pas forcément. Je pense qu'il y a plein de trucs à faire, je suis persuadée qu'elle a des idées et je suis sûre qu'elle va trouver des trucs trop chouettes. Je n'ai pas trop d'inquiétude, j'espère que ça sera pas trop difficile parce que des fois il faut un peu se creuser la tête et voilà. Mais je pense qu'elle va trouver, je ne suis pas très inquiète non plus. Voilà. Donc, je vais maintenant vous laisser parce qu'il faut que je monte cette vidéo, qu'il est très tard, que je suis éclatée. Comme toujours, je suis très contente d'avoir d'avoir cette chance de pouvoir faire des projets aussi chouettes avec Pénélope, d'avoir la chance de les partager, d'en parler, et puis d'avoir plein de personnes super gentilles qui me suivent et qui commentent et qui s'intéressent à tout ça, et avec qui je peux échanger, qui me donnent des conseils et des recommandations. C'est trop chouette, je suis vraiment très contente, je suis... enfin bref, tout ça pour vous dire que YouTube a été vraiment quelque chose de très positif pour moi, en tout cas cette chaîne de lecture a été quelque chose d'extrêmement positif.
Ça m'apporte pour le moment que des bonnes choses et j'en suis vraiment ravie. Donc je suis reconnaissante à chacun et chacune d'entre vous qui êtes là et qui êtes bienveillants et qui êtes gentils. Et voilà. Je vous fais du coup plein de gros bisous. Je fais évidemment plein de gros bisous à Pénélope comme toujours. Je la remercie pour sa carte qui est trop jolie. Et je vous dis du coup à dans un mois pour le prochain défi lecture. Bye bye.